C'est un arrêt du Conseil du roi, qui est daté du 13 juillet 1709, par lequel le roi prend une décision s'agissant du contenu d'une petite cassette, d'un petit coffre. Toute l'histoire de cette petite cassette est rappelée. On dit à qui elle a été confiée, sous quelle forme. Elle a été scellée, évidemment. Donc personne n'a pu briser les scellés jusqu'à ce jour de 1709. Et le roi dit, après avoir relu ces papiers, qu'il faut tout brûler. Ces pages racontent l'affaire des poisons, peut-être la plus vaste affaire criminelle de l'Ancien Régime. Des papiers si sulfureux que Louis XIV veut les faire disparaître à jamais. Il fallait que rien ne reste. Et on a un document où il est question d'un éternel oubli. Le roi voulait que toute cette affaire reste dans un, je cite, éternel oubli. Quel lourd secret contenait donc ce coffre? Quelle vérité Louis XIV voulait-il ainsi effacer de l'histoire? Je vous le répète, une messe noire. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Ne s'agit pas d'invoquer Dieu. Non, peu importe si j'obtiens ce que je désire. Le roi m'a fermé sa porte pour toujours. Est-ce que le diable sera plus puissant que le roi? Tout dépend de votre prière, madame. Que cachent les empoisonnements de la Brinvilliers? Un complot politico-financier? Et pourquoi pas une affaire d'État? La mort de la Brinvilliers n'est pas la fin des poisons, c'est le début des poisons. Au fond de l'alambic, on a trouvé de la poudre blanche, très légère. C'est exactement la poudre de la Brinvilliers. La Brinvilliers ayant rendu son âme à Dieu, j'espérais ne plus entendre parler de ces histoires de poison. Il y a un buzz d'opinion publique selon lequel ce problème de poison qui a surgi avec la Brinvilliers qui empoisonne son père et ses deux frères, ça n'est pas une espèce d'exception, mais que c'est simplement la partie émergée d'un iceberg et que ce phénomène des empoisonnements est beaucoup plus général et qu'on en saura bientôt plus. Monsieur le lieutenant-général, voici un placet qu'on a trouvé sur un hôtel de l'église de la Bonne Nouvelle. On y annonce de nouveaux empoisonnements qui ne seront rien à côté d'autres crimes. Plus affreux encore. Quel crime? Ce placet dit la vérité, on enlève presque chaque jour 2 ou 3 enfants dans Paris. Pour les vendre aux bohémiens? Non, non. Un billet qui est confié à un confesseur de l'église des Jésuites de la rue Saint-Paul. Un petit peu compliqué tout cela, mais un billet d'ailleurs lui-même compliqué, mais qui met en cause, alors là, ça c'est pas compliqué du tout, la sécurité du roi. Monsieur, je vous annonce aujourd'hui que le roi lui-même ne sera pas épargné par les puissances du mal et qu'il sera bientôt blessé dans ses affections les plus chères. On trouve dedans des phrases extrêmement énigmatiques où on peut effectivement lire entre les lignes, mais c'est fait exprès, qu'un complot se prépare contre le roi. Dans ce billet très compliqué, en figurique, il est quand même question de poudre blanche. Enfin, on est encore dans le poison. Un tiers d'arsenic blanc. J'ai dit arsenic blanc. Un tiers d'antimoine gris. Et le troisième tiers qui efface la trace des 2 autres, c'est mon petit secret. Le jour où tu le connaîtras, tu n'auras plus besoin de moi. Et tu serais bien capable de m'envoyer dormir au frais. Et pour toujours. Il y a une certaine Marie Bosse qui est une femme assez suspecte par ses fréquentations, par ses achats de crapauds venimeux sur les marchés de la Halle. Et puis un informateur apprend au policier Desgrès que cette Marie Bosse se vante de faire fortune en empoisonnant à la demande de marquises et de duchesses. Elle aurait fourni en poison jusqu'à des épouses de parlementaires. C'en est trop. Desgrès tend un piège à la Bosse. Comme ses consoeurs d'infortune, la Bosse, de son vrai nom Marie Marais, parle et dénonce à tout va. Et au fil des déclarations, un nom ne cesse de revenir, celui de la femme Monvoisin. Non, ma fille, il ne faut plus compter sur moi.
Hier soir, pourtant, vous m'aviez promis. Oui, mais ce soir, non. Je ne veux plus commettre de péché. Alors demain soir? Demain soir non plus. Je fais pénitence pendant 2 jours. Mais je suis pressée, Madame Voisin, ça commence à se voir. Il faut mieux tout avouer à tes parents, ce serait tellement plus simple. Je vous avais apporté toutes mes économies. Ça va pas peser bien lourd. Elle, c'est une avorteuse, c'est une empoisonneuse, c'est une diseuse de bonne aventure, mais elle finit par avoir une clientèle si large que elle, très rapidement, elle dispatche sur tout un réseau, mais énorme, un réseau peut-être d'une centaine de personnes. Non, inutile d'insister. Je ne dis plus la bonne aventure ce soir. Non, mesdames, je ne veux même pas savoir qui vous êtes, ni ce que vous voulez. On ne tire pas les cartes à l'époque. On lit dans les lignes de la main. Je te dis si tu vas hériter, je te dis si tu vas retrouver, je sais pas quoi moi, ta bague de mariage. Si ton vieux père va se décider à mourir, ou ton mari. À ce moment-là, on en arrive effectivement au poison. Le crime de poison, considéré comme le plus détestable de tous, car il a partie liée avec la sorcellerie, l'envoûtement, l'alchimie, bref, le diable. Et si l'envoûtement avec la poupée ne réussit pas? 10 gouttes de ce produit suffisent et ne laissent aucune trace. Mais vous n'en aurez pas besoin. Cette poupée vous apportera la victoire. N'oubliez pas de l'habiller comme votre rival. Je n'oublierai pas. Et de dire les mots que je vous ai appris. Oui. Ces milliers de pages signées par l'Araignée contiennent de terribles aveux. Car de nombreux prévenus s'épanchent. Ils racontent qu'on trouve de tout dans la clientèle de la Voisin, y compris de grands personnages de la cour. Assurément, sire, mais qu'il me soit permis de faire observer à votre majesté que la plus dangereuse de ces sorcières, la plus coupable aussi, empoisonneuse, sacrilège, appelée la Voisin, se flatte effrontément d'avoir pour cliente, c'est le mot qu'elle emploie, des personnes du plus haut rang. La duchesse de Bouillon, la comtesse de Soissons, la comtesse du Roure, la comtesse de Polignac, toutes sont accusées d'avoir trempé dans les poisons, et toujours pour les mêmes raisons, l'argent, l'amour, la jalousie. Ce sont les femmes les plus importantes de la cour qui sont ainsi mises en cause. Et du coup, l'action se déplace du donjon de Vincennes au château de Versailles. Dites, je vous en prie. La comtesse veut sans doute parler de nos cérémonies intimes appelées messes noires, qui font merveille en certains cas. Non, je voulais parler de l'autre poudre blanche. Celle-là ne saurait convenir à Madame de Montespan. Françoise Athénaïs de Rochechouart, favorite de Louis XIV et mère de 7 de ses enfants. Quand le nom de Madame de Montespan apparaît, il est bien évident que là, c'est encore pire. Parce que là, ce n'est pas seulement un haut personnage de la cour qui est mis en cause, c'est le roi lui-même. Alors, parlons des messes noires. Oh, ça! Les déclarations d'une empoisonneuse, la Filastre, enfoncent le clou. Sous la torture, elle révèle que la marquise de Montespan l'avait envoyée en Normandie, chercher des poudres chez un paysan, pour empoisonner sa rivale, la duchesse de Fontanges, et retrouver l'amour du roi. Le soir même, le roi est au courant et le roi suspend la chambre de l'Arsenal. C'est la raison d'État qui est en cause. Mais que va dire l'Europe? Parce que, bon, même si on divise par 2 le nombre des victimes escomptées, ça fait encore beaucoup. On a peut-être 400, 500, 600 victimes supposées. Et comme si ça ne suffisait pas, la fille de la Voisin fait monter l'horreur d'un cran. Elle décrit des messes noires dites chez sa mère par des prêtres dévoyés, comme l'infâme abbé Guibourg, qui confirme ces effroyables confidences. Pas besoin de chercher des faux prêtres, on en a autant qu'on veut, des vrais. Des vrais, prêts à renier leur religion, autant qu'on veut. Et ces prêtres vont dire, par exemple, la messe à l'envers.
ou faire passer sous le calice un vœu. Un vœu. Tout ce qu'on veut sauf pieux. Et alors ces messes peuvent aller jusqu'à des messes, et là c'est absolument attesté, des messes totalement sacrilèges où des enfants sont égorgés, le sang de ces enfants recueilli, mélangé à d'autres ingrédients, je vous fais grâce du détail, et le tout fabrique des mixtures qui pourront servir par exemple pour l'amour, pour faire revenir l'amour d'un infidèle, et la cérémonie est dite sur le ventre d'une femme nue, étendue entre deux cierges, et ça, on a des témoignages irréfutables. Et l'Arénie se souvient. C'était donc ça, ces rumeurs d'enfants disparus qui couraient dans Paris depuis des années. C'est quand même l'horreur absolue. Et l'Arénie a les cheveux qui se dressent sur la tête quand il lit tout ça. Et d'ailleurs, bien souvent, on le voit, qui hésite même à envoyer ses rapports à Louvois. Monsieur le lieutenant-général de police est prévenu qu'une cérémonie étrange et contraire à l'ordre public sera célébrée avant le lever du jour dans une chapelle isolée. C'était une messe noire. On n'égorge pas un enfant sans raison. Alors tous ces enfants qu'on vole dans Paris? Oui, je crois bien que c'est pour ça. Je vais faire mon rapport au roi dès son retour de la chasse. Prenez garde. Les messes noires, ce ne sont jamais les gens du commun qui les font dire. Mais qu'est-ce que c'est exactement une messe noire? C'est une horreur, sire. Une monstruosité. La femme qui s'y prête est allongée, nue, et son ventre servant d'autel. Une messe est dite, au cours de laquelle un enfant est égorgé, dont le sang est recueilli dans un calice. Et votre Majesté me dispense d'en dire davantage. Et parce que le rapport à Louvois, ça veut dire que le roi les lit le soir même. Le roi apprend que Madame de Montespan est accusée d'avoir pris part en personne à ces messes noires. Le choc est rude. Évidemment, il n'est pas imaginable de convoquer la mère des enfants du roi devant la chambre ardente. Problème, les magistrats vont devoir reprendre leurs travaux, tôt ou tard. L'Arénie imagine alors une échappatoire que le roi accepte les yeux fermés. Tous les documents où apparaît le nom de Madame de Montespan, ce qu'on appelle pudiquement les faits particuliers, sont retirés de la procédure. Décidément, l'affaire des poisons touche au plus haut du pouvoir. Colbert a constaté, mois après mois, que le zèle infatigable de Louvois, son rival au sommet de l'État, s'exerçait de préférence contre les personnes de son parti, Madame de Montespan ou bien la comtesse de Soissons par exemple. Colbert décide alors de contre-attaquer. Colbert, entre-temps, a fait faire une enquête par un de ses avocats, je crois qu'il s'appelait Duplessis, et qui lui dit que tout cela, en fait, il dit « mais il n'y a pas de preuves ». C'est très intéressant comme notion. Il dit « mais où sont les preuves ? On enferme les gens parce que ce sont des criminels qui s'accusent les uns les autres. Mais on ne fait pas la justice avec ça. » Et surtout, Duplessis dresse un constat. Plus on creuse, plus on trouve. Où tout cela va-t-il s'arrêter? Il convient d'étouffer au plus vite le scandale de cette affaire des poisons. On s'aperçoit que, si on dépasse, entre guillemets, le périphérique, avec des gros guillemets, hein, si on dépasse le périphérique de Paris, et qu'on commence à regarder un petit peu au-delà, on s'aperçoit qu'il y a des bergers empoisonneurs, qu'il y a d'autres réseaux sur Dijon, sur Clermont, sur Lyon, et que chaque ville a son petit réseau d'empoisonneurs, et que si on commence à creuser dans un réseau, on a de quoi faire au moins une autre affaire de la voisin. Épouvantable! À l'été 1682, un an après la reprise de ses travaux, la Chambre ardente est officiellement dissoute par le roi.